Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose Le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois les joyaux de Gilbert Albert. Aujourd'hui, je suis avec Estelle Fallet, qui est conservatrice en chef, horlogerie, émaillerie, bijouterie, miniature, du musée d'art et d'histoire de Genève. Et c'est elle qui a organisé une exposition en mémoire de Gilbert Albert. Gilbert Albert, l'enfant du pays. Gilbert Albert, le joaillier de caractère, qui a créé sa fondation, contemporain de Jean Vendôme, et qui a aussi dessiné la silhouette de l'abbé Pierre. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors Estelle, racontez-nous un peu qui était Gilbert Albert. J'ai eu le privilège de connaître un personnage qui a marqué les 15 dernières années que j'ai passées ici au musée d'art et d'histoire de Genève. Je dois peut-être préciser, mais vous allez l'entendre assez facilement avec mon accent, je viens des montagnes neuchâteloises. Je viens de La Chaux-de-Fonds et par hasard, La Chaux-de-Fonds est une ville qui était familière à Gilbert Albert. Et je crois que notre première rencontre a été scellée un peu par cet échange, cet accent aussi, qui lui a fait se remémorer des attaches particulières avec La Chaux-de-Fonds. Les artisans de La Chaux-de-Fonds et ceux de Genève ont établi des liens très tôt dans l'histoire à propos d'horlogerie, à propos de bijouterie. Et c'est peut-être un peu l'alchimie qui s'est produite entre nous pour faire connaissance. J'ai eu la chance de le connaître de mieux en mieux. Il m'a associé à certains dîners qu'il organisait chez lui et qui m'ont fait rencontrer des personnes, des jeunes voix qui ont attiré mon attention, qui m'ont fait pénétrer un peu dans cette histoire de Genève que je connaissais par les livres, mais pas par expérience. Voilà, Gilbert Albert est une clé qui m'a fait entrer vraiment dans le monde des cabinotiers de Genève. Ces cabinotiers, on les connaît par la littérature, puisqu'ils ont façonné l'histoire de Genève. Ce sont les artisans qui ont travaillé dans la bijouterie, dans l'horlogerie, l'émaillerie, et qui ont porté le nom de Genève dans le monde grâce à leur production. Et cette histoire, Gilbert Albert a marché aussi sur les pas de ses prédécesseurs et a cherché à sauvegarder cette mémoire en créant un musée des cabinotiers, qui a été installé en 1999 en plein centre de Genève, qui a été fermé 10 ans plus tard, suite à la vente de l'immeuble qui accueillait ce musée. Et le fait est que notre relation a permis que ce musée des cabinotiers soit versé au patrimoine public genevois, et nous avons contribué ensemble, dans le fond, à cette sauvegarde d'un patrimoine matériel, immatériel également, qui témoigne de l'activité des artisans de la fabrique de Genève. Et cette concordance d'intérêts nous a conduit à préciser en fait une relation, et c'est ce qui nous a aussi permis de recevoir au musée d'art et d'histoire les bijoux réunis par Gilbert Albert lui-même pendant 30 ans ou 40 ans d'activité. Cette collection privée déposée au sein de la Fondation Gilbert Albert a été versée au patrimoine public également pour que nous poursuivions les missions de sauvegarde, de préservation et puis de transmission de l'œuvre du coup de Gilbert Albert. Un cabinotier parmi tant d'autres. Gilbert Albert, comment était-il ? Alors pour moi, c'est quelqu'un qui était très chaleureux, hypersensible. On sentait qu'il avait des antennes ouvertes ou fébriles un peu, qu'il avait tous les sens en éveil. Voilà. Chaque chose que nous pouvions dire, échanger, ou même le silence échanger, avait une résonance. Et c'est quelqu'un qui absorbait énormément tout ce qui l'entourait. Et cette hypersensibilité, je crois que c'est ça qui m'a marquée. Et également une connaissance évidemment du milieu genevois, des métiers, des personnes également. Il avait une palette d'amis ou de relations assez spectaculaires qui allait vraiment de la plus simple personne au magistrat ou à quelqu'un de bien en vue à l'académie. Quelqu'un de très polyvalent également,
un artiste, voilà, l'artiste, le créateur incarné. Et l'abbé Pierre dans tout ça alors? Alors c'est une relation aussi qui s'est développée entre Gilbert Albert et l'abbé Pierre. Alors je ne connais pas les détails de la naissance de cette relation, mais il s'avère que Gilbert Albert a provoqué ou soutenu la création d'un centre Emmaüs ici à Carouge, à Genève. Il a soutenu l'abbé Pierre dans ses démarches. Il a non seulement soutenu au point de vue financier, discrètement toujours, il a organisé la communauté Emmaüs en restaurant, en adaptant les bâtiments et puis en créant une chapelle qu'il a décorée avec des objets d'orfèvrerie. Et puis sur la façade de ces bâtiments, il a dessiné la silhouette bien connue de l'abbé Pierre qui déambule de dos avec sa cape et son béret. Et cette silhouette orne toujours le mur de la communauté Emmaüs et puis a été diffusée à travers des affichettes où on voit cette fameuse silhouette. Qui est celle que nous connaissons toujours. Et voilà, exactement. Comment s'est organisée cette fondation, Gilbert Albert, et le legs au musée? Alors la fondation, elle est née au début des années 90 à Genève. L'idée, c'était pour Gilbert Albert, c'était de perpétuer son œuvre et de lui donner un statut un peu muséal avant l'heure, enfin collection privée, mais qui puisse servir à des expositions, un matériel, et puis à la promotion de son œuvre et de son travail. Et cette fondation a vécu une quinzaine d'années, s'est essoufflée. Les circonstances aussi ont été un peu difficiles. La fin de carrière de Gilbert Albert a été ponctuée par une vente à un financier, faillite ensuite, enfin quelque chose de très douloureux, de très difficile. Et dans cette tourmente, Gilbert Albert a influencé son conseil d'administration, son conseil de fondation, pour dire il faut passer le relais à une institution publique qui puisse reprendre les missions que nous nous sommes données, à savoir promouvoir cette œuvre. Et donc lui a donné l'impulsion et ce conseil de fondation s'est approché de nous, rentrer en négociation. Alors négociation très simple puisque en fait nous avons reçu en don presque une centaine de bijoux, de parures et d'objets d'orfèvrerie, d'objets d'art, qui sont maintenant donc confiés à la garde du Musée d'art et d'histoire de Genève. Et qui donne lieu aujourd'hui à cette magnifique exposition. Exactement. Alors, le don date de 2016 et dès cette conclusion d'accord, cette convention, nous avons imaginé pouvoir montrer ces objets aux Genevois et évidemment à tous nos visiteurs qui déambulent au musée d'art et d'histoire. Et c'est donc 4 ans plus tard qu'on parvient enfin à montrer cette exposition. Nous avions l'ambition de faire coïncider cette exposition avec le 90e anniversaire de Gilbert Albert qui aurait eu lieu le 20 septembre 2020 et qui malheureusement, la fête s'est transformée en hommage puisqu'il nous a quittés juste un an plus tôt. Par chance, on a eu l'occasion de commencer à travailler avec Gilbert Albert sur cette exposition, sur ce projet, sur le scénario. Nous avons partagé les premières idées de cette manifestation qui lui est échappée un peu, évidemment. Il m'a beaucoup plaisanté en disant « c'est mon exposition, je ferai ceci, je ferai cela ». Et puis moi, évidemment, j'ai toujours ramené au musée. Laissez le musée prendre en main cette exposition et nous allons faire un travail de musée sur cette œuvre. Il nous a laissé faire avec beaucoup de confiance et on a eu le plaisir. Mais en même temps, c'était assez frustrant dans le fond de présenter le premier scénario sans qu'il puisse voir le final. Mais en même temps, l'œuvre, la transmission, si je comprends bien, Gilbert Albert, elle est intrinsèque chez lui, dans le sens où, bien sûr, il voulait montrer ses œuvres, mais je pense que c'était pas une volonté de fierté personnelle, mais comme, si j'ai bien suivi, son maître, un jour, lui montre ces pièces qu'il avait montrées à une exposition. Et là, Gilbert Albert a un flash, il se dit c'est ça qu'il faut faire. Et donc peut-être que cette exposition, elle est un peu dans cet esprit de dire moi aussi, il faut que je montre ce que j'ai fait parce que ça va provoquer une révélation chez quelqu'un aujourd'hui, peut-être d'un jeune déjoyé de demain.
Absolument, sans doute. Il y a une notion de partage qui est très forte dans les écrits aussi, dans les citations que Gilbert Albert a publiées. Les bonheurs à partager, le bonheur de partager ses découvertes. Et c'est vrai que ce partage, on est dans la limite aussi, à la frise de cette éthique protestante de partager et de faire fructifier ses talents. Il était très concerné par cette transmission, comme vous le dites. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, là, du coup, de pouvoir participer à ce partage. Et puis, c'est effectivement un vrai bonheur que de partager ces découvertes, ces émerveillements. Son maître, vous en avez exposé que quelques pièces. Il y a donc un travail conceptuel des artistes. Le maître prenait la nature comme exemple et créait des pièces. Et Gilbert Albert, lui, prenait des choses de la nature pour les magnifier. Alors oui, dans la démarche. Alors André-Charles Lambert, donc c'est le nom de ce professeur qui a beaucoup marqué Gilbert Albert. Gilbert Albert entre à l'âge de 15 ans à l'école des arts industriels et Lambert est le maître de bijouterie. Il est entouré aussi d'un émailleur, Marcel Feuillat, de graveurs et d'autres artistes. Mais ce jeune Gilbert Albert, 15 ans, sort diplômé à l'âge de 19 ans, tout frais, retient quelques leçons très particulières de ses professeurs, dont Lambert qui lui apprend à regarder différemment les matériaux. Et il l'invite à faire ce que les autres ne font pas. Et il lui dit, c'est là que tu dois aller si tu veux te distinguer. Et donc, regarder la nature ou regarder les matériaux produits par la nature, c'est la voie que Gilbert a choisie, à la suite d'ailleurs de Lambert, qui a promu l'usage de matériaux nobles mais non précieux, qui se place du coup dans la suite de personnages d'envergure comme René Lalique, qui ont cassé les codes de la joaillerie classique en utilisant des matériaux tels que l'argent ou l'émail en lieu et place de pierres précieuses ou de diamants très brillants. Il y a une progression, donc Lalique commence à utiliser l'argent, qui à l'époque était pas très utilisé. Gilbert Albert, lui, carrément utilise une corne qui transforme en crocodile ou en varech, c'est ça. Et Gilbert Albert, lui, prend des coquillages et les monte en bijoux. Et c'est ça. Alors, il y a cette progression, exactement. Gilbert Albert quitte le domaine de l'imitation de la nature, comme ses prédécesseurs l'avaient fait, pour intégrer les matériaux eux-mêmes, bruts, non touchés par l'homme encore, et les intégrer dans la composition d'un bijou. Les inscrire dans une composition d'or, or jaune ou or gris, et qui valorise le matériau brut, qui devient vraiment un objet à part entière de la parure. Dans cette spécificité joaillère de Gilbert Albert, il y a donc ce travail de l'or avec les perles, les gouttes, ce que vous appelez une écriture, c'est ça? C'est lui-même qui parle d'écriture. Il a développé un langage, une grammaire, ou un alphabet, qui émaille son travail au fil des ans. Il a développé une quarantaine, mais sans doute encore davantage, d'écritures. Alors c'est ce qui définit la structure même, la fondamentale du bijou. C'est l'or perlé, c'est les algues, ce sont les gouttes, les carrés d'or, le froissé, etc., etc. Et alors 40 écritures en tout cas, qui sont lisibles dans le corpus que nous avons maintenant en dépôt au musée, qui sont un peu la signature et qui participent du langage vraiment de Gilbert Albert. Dans l'histoire de son travail, de sa spécificité joaillère, j'ai appris que lui faisait carrément des prototypes en argent. Oui. C'est juste, c'est-à-dire comme il utilise la technique de la fonte à la cire perdue, les cires sont fondues en argent, puis deviennent de l'or, évidemment, pour les bijoux terminés. Voilà. Mais c'est d'ailleurs en lui rendant hommage que nous avons développé pour cette exposition un arbre à cire fondu en argent qui réunit 5 de ces écritures et qui nous permet de rendre hommage à cette technique et cette signature particulière. Dans les matériaux qu'il adore, il y a les oursins, les pierres brutes et les scarabées. Et oui, toutes sortes de scarabées.
Alors, qui se décline, voilà, qui est de provenance aussi de Chine, d'Europe, d'Amérique du Sud. Des insectes qui lui parviennent ici à Genève par le biais d'amis qui rapportent des spécimens ou qu'il admire même dans la nature, puisqu'il y a aussi des scarabées indigènes qui sont devenus des parures. Et donc, du coup, ce sont des vrais scarabées. Et donc, il y a Oui. une technique secrète pour les garder. Oui, absolument. Alors, on a un petit peu percé. Bien, évidemment, c'est un secret de fabrication, mais on sait qu'il y a un moyen de stabiliser ces carapaces, ces insectes, grâce à des résines. Et puis, cet résidor qui soutient tout le bijou, dans lesquels sont inclus ces émeraudes, fausses émeraudes, ces scarabées aux émaux incroyables, qui font l'objet de recherches particulières de la part de Gilbert Albert. Et qui sont donc complètement naturels et préservés. Oui, Parce absolument. que j'ai regardé, il y en avait qui étaient nacrés avec des couleurs vertes, on aurait dit des émeraudes. Oui. Il y en avait qui avaient les couleurs d'une tourmaline melon d'eau, c'est-à-dire Oui. du vert vers le Rose. rose. Il y en avait des complètement noirs, il y en avait des marrons, on aurait dit un dos de châtaigne. Enfin, je veux dire, il y a je ne savais pas qu'il y avait une infinité. C'est ça. Il y a 500 espèces de scarabées, mais ça se décline en dizaines de sous-espèces, de genres, etc. Pour cette exposition, le corpus a fait l'objet de descriptions scientifiques et techniques, voilà, grâce aux recherches de ma collègue Anne Besner, on a pu déterminer, préciser pour le visiteur l'exacte appartenance de ces scarabées à une espèce ou un genre en particulier. Mais c'est compliqué. Et c'est ça qui fascinait Gilbert Albert, c'est la multiplicité de tous ces matériaux, de ces nuances de couleurs. Il joue beaucoup avec les couleurs, que ce soit pour les coraux, les coquillages, les insectes. Il osait aussi parfois des associations assez étonnantes de couleurs. Il jouait aussi avec des centres de colliers d'une teinte ou d'une texture qui pouvait trancher avec le tour de cou qui soutient ce centre de collier et amovible, transformable, interchangeable. Et ce sont des termes qu'on va retrouver dans sa série de bijoux à vocation interchangeable, avec les billes interchangeables notamment, qui permettent de transformer le bijou au fil des heures du jour ou au fil des saisons. Il faut dire aussi que dans la composition des pièces de Gilbert Albert, il y a bien sûr de l'or et chaque matériau, même non noble, est quand même travaillé en concrétion, en masse, pour donner à la fois l'idée du mouvement, l'idée de l'accumulation. Et c'est parsemé, bien sûr, aussi de perles, de diamants, de saphirs noirs, enfin, en jouant sur une idée de couleur. J'ai vu par exemple un collier où il y avait une concrétion de quartz complètement naturelle, dont la transparence et le côté neigeux correspond et chante avec les perles et les diamants qui sont à côté. Exactement, oui. Ces fameux diamants qu'il pose, comme il dit, des gouttes de rosée qui éclairent le bijou, ou les perles qui ont ce même attribut. Le choix de ces matériaux-là est tellement important que tout est de très, très belle qualité pour venir éclairer l'insolite, quelque part. Et c'est vrai que ces bijoux sont tous extrêmement souples et articulés, suivent les mouvements de la femme qui les porte. Également, ils sont tous marqués par une asymétrie qui est assez remarquable, parce que c'est vrai qu'on voit que Gilbert Albert a retenu la leçon d'un de ses professeurs qui lui a parlé des rythmes binaires ou ternaires, et qu'il a opté très rapidement pour des rythmes cassés, ternaires, qui permettent de travailler sur cette asymétrie, qui donne un aspect, un volume particulier aux bijoux, qui sont aussi une signature quelque part du créateur. Alors, les rythmes ternaires. Oui, il faudrait entendre Gilbert Albert raconter sa leçon très rapide d'un des professeurs, je crois que c'était Marcel Feuillat, qui lui disait tu traces un trait et tu mets 2 bâtons réguliers sur ce trait, ça te donne un rythme binaire, et tu vois que l'aspect de cette ligne est tranquille, apaisé, et tu fais la même chose avec 3 bâtons, qui est un rythme ternaire qui déséquilibre un peu cette
cette ligne et qui donne une dynamique différente. Et c'est en travaillant ces rythmes et ces associations aussi du coup de poids, de volume des matériaux bruts qu'il arrive à créer De l'harmonie dans la symétrie. De l'harmonie, exactement. Vous, quelle est l'histoire, quelle est la pièce qui vous a le plus touché? Je ne suis pas sûre d'avoir une préférence. Je ne suis pas sûre. Voilà, j'admire l'association des couleurs, des harmonies, l'aspect aussi, le poli de certaines pierres. Les saphirs noirs m'ont fascinée. Ces saphirs étoilés. C'est un matériau qu'on ne voit pas forcément. Les météorites? Voilà. Les météorites m'ont moins fascinée, ça m'a moins intriguée, puisque les horlogers se sont emparés, mais bien plus tard que Gilbert Albert d'ailleurs. Gilbert commence dans les années 60, 65, 68, d'utiliser la météorite comme matériau associé à ses bijoux. Les horlogers vont enchaîner plus tard pour créer des cadrans en valorisant ce type de matière. Mais du coup, c'est pas ce qui m'a touché le plus. Je crois que c'est la variété des perles aussi. J'ai été très sensible à cette douceur du matériau. Surtout qu'ils les utilisent de toute façon. Il y a les perles toutes rondes, il y a les perles baroques et il y a ces espèces de perles en long. Oui, les perles de biwa, ils sont comme des crayons qui marquent un bijou et c'est assez frappant de les voir comme des sculptures, des petites sculptures à l'intérieur d'un bijou utilisées vraiment comme matériau brut. Eh bien, écoutez Estelle, je vous remercie. Donc cette exposition est Alors elle va courir jusqu'au 15 novembre. Nous allons marquer le 20 septembre, jour de ce 90e anniversaire, fêté de manière posthume, avec des animations particulières. Et après l'exposition, il y aura une salle pour les voir, ces bijoux? Ce n'est pas prévu. C'est une demande qui est formulée, que vous formulez à la suite d'autres visiteurs. Tout est ouvert. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. On peut rêver. Oui, puis vous avez le fond maintenant, donc tout est possible. C'est ça, exactement. On peut peut-être faire une exposition itinérante, enfin tout est possible. Exactement, voilà. D'autres projets, des publications peut-être, pour donner du souffle à ce corpus. Donc si vous n'avez pas le temps d'aller voir cette exposition, ça va revenir. On fait confiance à Estelle pour vous faire découvrir maintenant, jusqu'au 15 novembre et bien plus tard, l'œuvre de ce joaillier intemporel. Merci Estelle. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. L'exposition Gilbert Albert, joaillier de la nature, est visible jusqu'au 15 novembre au Musée des Beaux-Arts de Genève. Un bijou inédit, inspiré des techniques spécifiques du joaillier et appelé arbre aux écritures, a été créé spécialement. Vous pourrez donc rapporter un souvenir joyeux de cette magnifique exposition commémorative de la figure emblématique du bijou contemporain, Gilbert Albert. Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si cette histoire vous a plu, envoyez-moi plein de bisous sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou et encouragez-moi en partageant les bisous bijoux tout autour de vous. À bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou du dimanche soir.